Au début de la capsule, je vous disais qu'il y avait principalement deux processus que je voulais étudier pendant cette capsule. Donc, ce que je viens de parler, tout le remodelage osseux qui peut impliquer certaines hormones comme la PTH, la calcitonine, l'activation des différentes cellules osseuses comme les ostéoblastes ou les ostéoclastes. Donc, ça, c'est réglé. Le dernier processus qui m'intéressait aujourd'hui, c'est la consolidation des fractures osseuses. Donc, de quelle façon on va réparer les tissus osseux. En fait, il y a 4 processus, 4 étapes qui vont se faire au cours de la fracture. Premièrement, des choses qu'il faut garder en tête. Ici, je vais vous parler des principales fractures que vous allez observer au cours de votre carrière. Il y en a d'autres, évidemment, mais je vous montre les plus importantes. Mais la première chose que je veux que vous gardiez en tête, c'est que le processus de réparation, ça vous surprend souvent, c'est des processus naturels. Et souvent, vous êtes habitué d'intervenir en termes de thérapie, de médicaments, de techniques médicales qu'on vous enseigne. C'est très bien. Mais le fait de mettre un plâtre, exemple, ou d'immobiliser un membre, ne soigne pas la fracture, évidemment. Ça ne fait que guider la fracture. Vous vous reposez sur les processus naturels du corps, de la biologie, pour réparer. Et ça, c'est bien important de comprendre que vous ne favorisez pas vraiment la réparation. Là. Quand vous avez un patient qui a un plâtre, un bras dans le plâtre, c'est simplement pour immobiliser, pour que le processus se fasse correctement. Et c'est ça que je vais vous montrer. Qu'est-ce qui se passe au point de vue biologique? C'est quoi le processus de réparation? Puis parfois même, ça peut arriver, mais on est obligé de recasser le membre parce que le processus naturel s'est fait un peu de travers, puis là c'est croche ou des choses comme ça. Mais on est très peu... On intervient très peu dans le processus de guérison de la fracture, en fait. On n'intervient pas directement, je devrais dire. On joue vraiment sur le tableau indirect. Première des choses, avant de voir ces fameux processus, on va regarder en tête un peu les définitions de fracture. Donc ici, dans le tableau, ils les mettent un peu pêle-mêle, mais ils vont ensemble un petit peu. Donc je vais sauter, suivez bien, mais je vais sauter un petit peu, je ne les ferai pas dans l'ordre. Exemple, je vais commencer avec une fracture complète qu'on va comparer ici avec la fracture... évidemment, incomplète. Voilà le terme que je cherchais. Évidemment, complète, incomplète, c'est assez simple. Okay? Donc, quand on vous dit là, c'est fracturé au moins en 2 fragments, une fracture complète, là, c'est vraiment cassé au complet, alors qu'incomplète, il est partiellement brisé. Et si je fais un dessin pour illustrer ça, exemple, j'ai un os long ici. OK, parfait. J'ai une fracture complète, exemple, qui se fait au centre. Pardon, qui se fait au centre. Donc, ce qui arrive ici, c'est que l'os va être cassé en 2 fragments carrément. Donc, j'ai le premier fragment ici, le deuxième fragment. Ici, c'est vraiment une fracture complète. On a 2 morceaux séparés et carrément à travers l'os, on a cassé tout ici là, complètement. Donc, on a 2 morceaux. Il peut y avoir plusieurs morceaux, mais ça, c'est une vraie fracture complète. Incomplète, si vous entendez ce terme-là, ben, ça le dit, c'est qu'on n'aura pas... Les 2 morceaux ne sont pas séparés. Là. Ils pourraient être cassés comme ça en partie, mais on n'a pas réussi à traverser complètement l'os. Donc, il reste un petit bout qui rattache les 2 morceaux. Ça, c'est une fracture incomplète. Donc, ça, c'est relativement simple. L'autre définition que vous allez voir, ça, je suis pas mal sûr, vous avez vu des films d'action à la télévision, des reportages. C'est certain que vous avez vu ça déjà. Une fracture ouverte versus une fracture qu'on entend un peu moins, mais fermée. Mais si vous entendez une fracture ouverte, ça veut dire quoi? C'est que un des fragments de l'os, ça pourrait être une fracture complète ou incomplète, ça n'a pas de lien, c'est qu'un des fragments de l'os va traverser et déchirer la peau généralement. Déchirer la peau, j'exagère un petit peu, ça peut, mais des fois, elle ne déchire pas complètement la peau, mais elle va faire juste une espèce de bosse, on appelle ça une saillie. Donc, on va pousser sur la peau, mais si la fracture est vraiment, exemple, c'est un os de l'avant-bras, donc très près de la peau, puis il casse vraiment de façon, dans un certain angle et de façon assez claire, une fracture franche, si je peux dire, souvent, ça va passer à travers la peau, puis on va avoir une extrémité de l'os qui déchire la peau. La grosse différence avec la fracture fermée, même si on n'utilise pas ce terme-là, c'est généralement des fractures fermées si vous n'utilisez pas le terme fracture ouverte. Donc, le fragment de l'os ne déchire pas la peau. La peau reste intacte. Donc, c'est vraiment ça qui est important de distinguer. Si vraiment la peau est déchirée par un fragment de l'os, on parle vraiment de fracture ouverte, puis ça peut être visible évidemment. En fait, c'est visible généralement. Donc, ça, c'est les 2 autres types de fractures qui vont ensemble. Maintenant, on vous parle ici d'une fracture
qu'on appelle tassement, c'est simplement que, en fait, tasser, c'est comme si on écrasait. Okay? Donc là, c'est écrasé. Moi, je trouve que le meilleur exemple, c'est vraiment ce qu'ils ont donné ici dans le manuel, c'est la vertèbre. Donc, suite à un accident de voiture, une chute, peu importe, on vient écraser deux vertèbres ensemble, on écrase le disque intervertébral entre les deux, qui était fait de cartilage, de fibrocartilage en fait, et on vient écraser les deux vertèbres, puis mettons une vertèbre qui est un peu plus haute, supérieure, va écraser carrément la vertèbre inférieure à elle. Donc là, on va parler d'une fracture de tassement. Ce qu'on entend très souvent, c'est très courant, des fêlures. Donc, c'est des micro-fractures ou en tout cas des fines fissures qui va se faire dans l'os. On vient fragiliser l'os, mais souvent, comment je dirais, l'os reste aligné. Hein? Donc, il n'y a pas comme j'ai dessiné tantôt, des éléments clair qui fait qu'on a deux fragments ou un fragment complet. Si je refais un os comme ça, c'est des petits zigzags que je fais ici, c'est des petites micro-fractures suite à un geste répété, un stress, une contrainte assez forte qui se fait de façon répétée. Et je parlais déjà en début de capsule, quelqu'un qui court beaucoup et tout ça, de façon intensive, mal équipé, puis tout ça, ben, à force au niveau du talon, on va avoir des fêlures comme ça, des fissures, qu'on appelle des fêlures. C'est pas une fracture franche, complète, ouverte, ou peu importe, mais ça fragilise l'os. Donc, évidemment, avec une accumulation de fissures, de fêlures comme ça favorise l'apparition d'une vraie fracture, évidemment. Donc, ça, c'est l'autre élément. Il m'en reste deux. Fracture de stress et pathologique. Pathologie veut dire maladie. Donc, c'est des os qui vont être fragilisés par certaines maladies. Exemple, le cancer, c'est peut-être le meilleur exemple. Cancer de l'os, exemple, qu'est-ce qui se passe? Il y a des tumeurs qui apparaissent à l'intérieur de l'os et en prenant de la croissance, vous savez, le cancer, c'est de la mitose, les cellules se multiplient, littéralement, on peut faire éclater l'os ou fragiliser certaines parties de l'os, ce qui fait que finalement, il y a des fractures multiples qui apparaissent un peu partout dans les os dues au cancer de l'os, exemple, c'est un exemple. Donc, c'est vraiment des fractures associées à certaines maladies. Fracture de stress qui est très populaire aussi, on entend ça souvent. Donc, c'est simplement des fractures qui sont causées par des impacts répétés. Je parlais beaucoup de sport intense ou répétitif, mais ça peut être aussi des emplois. Donc, on parle de la course à pied ici dans votre manuel, mais des fois, c'est certains emplois qui demandent des gestes répétitifs ou des chocs mécaniques. Donc, voilà, c'est des fractures de stress tout simplement. Pas grand-chose à dire de plus. Non, la véritable question, c'est de savoir comment on arrive à réparer ces fractures-là. Donc, peu importe le type de fracture, ouverte, fêlure, peu importe, c'est toujours les mêmes 4 étapes qui vont se produire. Donc, on commence, puis ils sont en ordre chronologique. On commence toujours vers l'étape 1, ensuite on va vers la 2, la 3, etc. Donc, l'étape 1 ici, c'est ce que j'encercle. Oubliez les autres dessins, je les ferai tantôt. Donc, première étape, on vous dit formation d'un hématome. Okay? Donc, accumulation de sang dans les tissus. C'est l'équivalent d'un bleu au niveau de la peau. C'est un hématome. Il y a une rupture des vaisseaux sanguins, du sang qui va s'accumuler dans les tissus cutanés. C'est la même chose au niveau de l'os. Donc, l'os casse. Évidemment, il y a des vaisseaux sanguins qui vont briser. Puis là, il y a en fait, comment je vous dirais, il y a du sang qui va se s'épandre un peu partout. Pour qu'on se situe bien, ici, j'ai un os long, la cavité médulaire. En fait, je suis dans la diaphyse ici, avec le tissu osseux compact, un petit peu de spongieux ici, puis la cavité médulaire qu'on pourrait retrouver, exemple, oui, des vaisseaux sanguins, mais moi, l'osseuse jaune, exemple, et tout ça. Donc, ce qu'il faut comprendre, parce que je suis certain qu'il y en a qui se posent la question, pardon, il y en a qui vont se dire, ouais, mais là, c'est une étape de réparation, les vaisseaux se brisent, là, ça saigne, ben, c'est plus une conséquence, et vous avez raison. Mais la vie est bien faite parce que cette conséquence négative, entre guillemets, parce que les vaisseaux ont éclaté suite à la fracture, va quand même amener un avantage biologique qui va favoriser la réparation. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand on vous dit formation d'un hématome au premier mécanisme, c'est tout simplement, donc, ce que vous me dites, OK, la fracture fait en sorte qu'on brise les vaisseaux sanguins ici dans la cavité médulaire et le sang va se répandre un peu partout dans l'os. Maintenant, on profite de ça pour protéger l'os, si vous voulez, parce que quand il y a un écoulement sanguin, oui, il y a du plasma des globules rouges, les érythrocytes, mais il va aussi avoir des leucocytes, les globules blancs, entre autres les macrophages, qui sont là pour phagocyter. Donc, on va éliminer les débris cellulaires. S'il y a infection également, s'il y a des bactéries, tout ça, ça peut nous aider. On limite les risques d'infection, mais pour la réparation en soi,
les débris de cellules mortes qui ont éclaté, les tissus comme ça qui ont été brisés et tout, ben, les macrophages vont faire le ménage. On va éliminer comme ça les différentes cellules, tissus endommagés. Donc, l'hématome me permet comme ça de, si on veut, faire un petit peu le ménage pour éliminer ces débris-là qui pourraient amener des problèmes sinon. Donc, ça, c'est comme l'étape de la formation de l'hématome qui me permet cet avantage-là. Ensuite, la deuxième étape, on parle en fait de formation de cales fibro-cartilagéneux. Donc, un cal, c'est comme une espèce de substance qui va venir coller les deux extrémités de l'os. Maintenant, quand on dit fibro-cartilagéneux, ça nous donne la composition du cal. Et ça, c'est l'étape 2 qu'on voit ici sur l'image. Donc, la substance blanche ici, c'est mon cal fibro-cartilagéneux. En fait, c'est un cal qui va être fait de cartilage et de fibres de collagène. Donc, ce n'est pas du tissu osseux, c'est vraiment du cartilage pour l'instant. C'est comme une première réparation, une ébauche de la réparation qui ne sera pas encore complète. Plus tard, on va transformer ce cal-là en matière osseuse. Mais pour l'instant, ce qui est urgent, c'est de souder les deux extrémités de l'os. Parce que je pense que vous le voyez bien ici sur le dessin. L'os ici, où il y a l'accumulation de sang, il est fracturé. Donc, c'est une fracture complète ici. Hein? J'ai le premier fragment ici et j'ai le deuxième fragment ici. Et bien qu'il y a du sang ici, quand il va être résorbé, c'est un espace, là. Donc, ces deux morceaux-là ne sont pas rattachés un à l'autre. Ça, c'est la première mission, première fonction, en fait, je devrais dire, du cal fibrocartilagéneux. Donc, dans ce cas-ci, on produit du cartilage par des cellules que vous avez déjà entendues, les chondroblastes, donc toujours les mêmes cellules. Chondroblastes commence à produire du cartilage qui va se répandre comme ça au niveau du site de la lésion. Et en plus, on a des fibroblastes qui vont ajouter des fibres de collagène pour un peu, je dirais, durcir un petit peu le cartilage, puis aussi donner les propriétés propres au collagène, d'élasticité aussi, entre guillemets. Et l'objectif de tout ça, c'est que cette masse, ça fait comme une grosse soupe, si vous voulez, de fibres, de collagène et de cartilage, va permettre, et c'est ça qui est important de comprendre, va permettre de souder les deux fragments qui ont été sectionnés ici. Ça vient solidifier le tout. C'est pas vrai, mais c'est un peu comme une colle qui vient rattacher le fragment numéro 1 au fragment numéro 2, et là, ça donne une espèce, ça le rend un peu plus solide que ce qu'on observait à l'étape 1. Évidemment, ce n'est pas encore très, très solide, c'est du cartilage, ce n'est pas la matière osseuse, mais on progresse dans la bonne direction. Donc ça, c'est l'étape 2, ce que j'appelle la formation du cal fibrocartilagéneux. Ce que je n'ai pas mentionné quand même, ça va de soi, mais il faut évidemment refabriquer des capillaires qui ont été brisés ou des vaisseaux sanguins. Donc, ce qui a été brisé ici, on va resynthétiser, régénérer les vaisseaux sanguins. Donc, on refait des vaisseaux, on répare la paroi pour rétablir la circulation sanguine. Et en fait, j'aurais dû commencer avec ça parce qu'évidemment, la première étape, c'est de refaire des vaisseaux sanguins fonctionnels. Et ensuite, les fibroblastes et les chondroblastes vont arriver par ces vaisseaux sanguins-là ici pour justement avoir accès aux nutriments, à l'oxygène et donc être capable de garder actifs mes fibroblastes et mes chondroblastes pour pouvoir justement synthétiser cette espèce de masse de collagène et de cartilage. L'étape 3, c'est très simple. On dit cal osseux. Donc, tout ce qu'on veut faire, c'est de transformer le cartilage ici en os spongieux. Donc, on va remplacer le cal fibrocartilagineux par du tissu osseux. C'est les cellules qui bâtissent de l'os. Donc, à l'étape 3, c'est les ostéoblastes qui deviennent très, très actifs. Et ils vont faire, dans un premier temps, des travées ou des trabécules osseuses. Donc, c'est du tissu osseux spongieux. Et vous remarquez que là, c'est loin d'être sous sa forme finale, parce que là, en fait, on va ajouter de la matière osseuse, même dans la cavité médulaire. Ici, ça devrait être un espace vide, et là, on remarque qu'il y a du tissu osseux. Les ostéoblastes, eux autres, ils ne se cassent pas trop la tête, on produit la matière osseuse un peu partout, on remplit au site de la lésion la cavité médulaire, c'est pas grave. On vient remplacer le cartilage un peu partout, de part et d'autre de la fracture pour solidifier tout ça. Et c'est la même fonction que le fibrocartilagéneux, c'est de souder les deux extrémités de l'os ici pour réparer. Simplement, à l'étape 3, le cal osseux est plus solide
avec le fibrocartilagéneux. Donc, ça commence à ressembler à de l'os. Et là, vous remarquez un peu ce que je vous disais en début de capsule. Là, il y a comme de l'excroissance osseuse qui se fait ici, parce que les ostéoblastes sont très actifs. Et c'est pour ça que des fois, l'os va avoir des... Je parlais du nez du boxeur ou de la clavicule qui se casse à répétition dans certains sports. Puis là, à un moment donné, les ostéoblastes deviennent de plus en plus actifs pour essayer de rendre l'os de plus en plus solide pour qu'il arrête de casser. Donc, c'est là qu'on va avoir des fois des dépôts de matière osseuse un peu partout, qui n'est pas très élégant. Ça fait comme des bosses. Ça fait un os parfois un peu plus croche, tout simplement pour solidifier l'os. Et évidemment, c'est un endroit qui a été fragilisé, donc on veut le rendre un peu plus solide. C'est l'étape 4 qui permet de finaliser tout ça, ce qu'on appelle le remodelage osseux. Donc là, les ostéoclastes, pour casser de l'os, vont être particulièrement actifs. Donc, ce qu'on va faire ici, on va généralement, en fait, comment je dirais, rétablir la cavité médulaire. Donc, on voit ici que la masse osseuse à l'étape 3 a disparu à l'étape 4. Comment ça se fait? Bien, les ostéoclastes sont carrément cassés, dégradés, le tissu spongieux osseux qui traînait ici pour resculpter, si vous voulez, une vraie cavité médulaire normale et fonctionnelle. On fait aussi en sorte que parfois les ostéoclastes vont venir, exemple, si j'avais une grosse masse comme ça, osseuse, exagérée, bien, les ostéoclastes vont venir éliminer une partie comme ça de l'excroissance osseuse. Parfois, c'est pas parfait, c'est encore visible, mais très souvent, surtout si c'est une première fracture de l'os ou si le patient est jeune, ce qu'on va observer, c'est que c'est difficile à voir à l'œil. L'os, exemple, si c'est une fracture, je sais pas, du radius, bien, au premier coup d'œil, tout semble bien beau, ça arrive. Par contre, si on fait une radiographie par rayon X, on va quand même noter, même si ce n'est pas visible, généralement, à chaque fois qu'on répare un os, ça laisse toujours un épaississement. Les ostéoblastes vont toujours rajouter un peu plus de matière osseuse que prévu. Fait que parfois, ce n'est pas visible au niveau de l'œil, mais c'est visible au niveau microscopique ou encore par radiographie, crayon X. On va voir qu'il y a des endroits de l'os qui vont être un peu plus épais parce que justement, c'est un site de réparation. Quand on a fait le cal osseux, bien évidemment, on aura ajouté un petit peu plus de matière osseuse. Donc, il ne sera jamais sur sa forme normale quand on répare une fracture. Et autre chose, ben ça, je l'ai déjà mentionné, mais s'il y a des fractures multiples ou des contraintes physiques toujours au même endroit, là, à un moment donné, ça devient visible parce que là, les ostéoblastes, plus que les ostéoblastes sont actifs, à chaque réparation de fracture, bien évidemment, ça laisse de plus en plus de traces. Puis à un moment donné, bien, c'est visible sous forme de bosse ou d'excroissance osseuse. Mais en gros, c'est les 4 étapes qui vont toujours se produire dans le même ordre pour réparer n'importe quel type de fracture. Ça conclut cette petite capsule sur le système squelettique. Donc, j'espère que tout était clair pour tout le monde. Si ce n'est pas le cas, bien, comme d'habitude, vous m'écrivez par mail, puis c'est avec plaisir que je vais vous répondre. Alors, bonne étude et on se revoit dans une prochaine capsule.